Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 1er janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je dois vous confesser quelque chose ici. Ces jours derniers, j'ai eu envie de frapper quelques personnes. J'ai eu envie de prendre certaines personnes par le collet et de leur balancer mon poing dans la gueule. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Survenue il y a déjà très longtemps. J'étais un jeune homme. Et je me suis retrouvé dans un party à discuter avec un jeune homme qui, lui, faisait ses études aux hautes études commerciales, les HEC. Et moi, j'étais en philo à l'UQAM. Puis on a commencé à échanger des avis, évidemment, très, très, très contraires. Et puis, à un moment donné, lui allait de plus en plus loin dans l'outrance, dans les propos. Enfin, je vous laisse en juger. Alors, il me dit, moi, pour moi, les BS, les assistés sociaux, on devrait tous les envoyer dans des camps de concentration. Nous étions dans un couloir et j'ai pété une coche. J'ai pété un câble, comme disent mes amis français. Alors, je l'ai empoigné par le collet et je l'ai frappé contre le mur. Je ne l'ai pas cogné, mais je l'ai pris par le collet. Et là, évidemment, on nous a séparés. En fait, on m'a isolé de lui. Et on m'a blâmé pour cette attitude-là. On m'a dit qu'il avait le droit à son opinion. On m'a dit que c'était pas si grave que ça, ce qu'il avait dit. On m'a dit que que je manquais de tolérance. Bref, on m'a blâmé et finalement, bon, j'ai quitté le party. Ça m'a désolé parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les parties. Alors, régulièrement, je lis ou j'entends des, des choses qui m'apparaissent vraiment abominables. Le dernier commentaire de Dieudonné, par exemple, sur Cohen, Patrick Cohen, ou Daniel Cohen, enfin, vous voyez qui je veux dire? Alors, qui dit, ouais, Cohen, t'as regretté les chambres à gaz, ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que je pense que les humoristes dans notre société ont une place beaucoup trop grande. C'est le propre des sadiques que d'accuser leurs victimes de manquer d'humour. Je vous dirais c'est un petit peu à ça aussi qu'on reconnaît la brute. On est censé rire de certaines blagues, et si on ne rit pas, eh bien, c'est qu'on manque d'humour. Alors je pense que nous sommes rendus, en tout cas nous approchons à ce stade où les poètes devront commencer à faire preuve d'une certaine virilité, dirais-je, et de ne plus accepter qu'on tienne des propos aussi infamants que celui de Dieudonné, par exemple. Ou dans notre vie privée, quand on rencontre des gens qui font des blagues sur la Shoah, ou qui se sont délectés à regarder la vidéo de Magnota et qui ont jugé le spectacle pas si intéressant que cela. Bon, on devrait commencer à leur dire que c'est des sales cons. Puis que si on a envie d'en discuter autrement qu'avec des mots, là, eh ben, on est ouvert à ce type de dialogue. Je vous lis la préface de Walter Lovenfels
Poésie et Révolution, paru chez Réédition Québec en 1971. Je vous lis ceci parce que j'invite les poètes qui font du conditionnement physique, ou je les invite à en faire. Je vous invite, poètes, à commencer à foutre le bordel dans les spectacles de certains humoristes. On ne peut pas compter sur les journalistes, on ne peut pas compter sur les intellectuels, on ne peut pas compter sur les professeurs d'université, on ne peut pas compter sur beaucoup de philosophes qui se placent toujours au-dessus de la mêlée, mais qui mériteraient cependant une bonne baffe. Je nomme personne, mais croyez-moi, ces jours derniers, là, hostie que j'aurais eu envie d'en crisser une bonne à une coupe. On se retient, on se retient. Quand une fois, il m'a dit « Ah, t'es pas civilisé, toi. » Ah, surtout pas. Je ne suis pas un civilisé. Là, le temps de la complaisance est terminé. Ils veulent la bagarre, ces cons-là? Eh bien, ils vont l'avoir. Des propos homophobes, des propos sexistes, des propos racistes. On ne nous accusera pas de manquer d'humour. On va voir s'ils en ont, eux, de l'humour, quand on va saboter leur show. On va voir s'ils vont trouver ça drôle, quand on va foutre la merde dans un spectacle. On va voir s'ils ont le sens de l'humour. Alors donc, je vous préface la note de l'éditeur. Les brevets de Walter Lowenfels proviennent de l'école de la vie, mais il mit un certain temps avant de réussir les examens d'entrée. De par sa date de naissance, 1897, il est de la génération de Henry Miller et de A.A. Cummings. Comme eux, il est américain. Dans le Paris du début des années 30, Lowenfels et Miller furent de bons amis. D'ailleurs, Lowenfels encouragea Miller à écrire et apparaît dans certains de ses romans sous le personnage de Boris. Mais l'auteur du Tropique du Cancer tomba amoureux de ses orifices et quand il atteignit la quarantaine, son œuvre représentative était déjà terminée, ce qui ne fut pas le cas pour Lowenfels qui déclare « Depuis mon séjour à Paris, mon but a été de comprendre les États-Unis et d'essayer de m'identifier à ce pays. Pour moi, c'était un problème en politique comme en poésie. Il y a 35 ans, j'ai découvert que si j'avais une certaine expérience de la technique du vers, je n'avais aucune expérience politique. J'ai donc dû commencer au bas de l'échelle et en gravir tous les échelons jusqu'à ce que je devienne une cible du Smith Act. On m'accusa alors d'essayer de renverser le gouvernement à coups de volumes de Debs, de Marx et de Lénine, ce qui était vraiment le comble. Lowenfels s'est réalisé dans la soixantaine, bien après ses célèbres contemporains. C'est ce qui le rend à la fois plus jeune et plus mûr que ceux avec lesquels il est groupé par le Bureau fédéral des statistiques. La jeunesse de Lowenfels fut noyée dans le beurre. C'était l'entreprise familiale. Et si le dernier acte créateur de Rimbaud fut de cesser d'écrire à l'âge de 19 ans, le premier acte créateur de Lowenfels ne fut pas d'écrire, mais il entraînait un adieu définitif au tonneau de beurre. C'était le départ pour Paris en 1926. Les premiers écrits dont il reconnaît la paternité datent de 1930, alors qu'il avait déjà 33 ans. Lowenfels fréquentait cette très particulière constellation d'expatriés, artistes et écrivains qui hantaient Paris durant les années 30. Cependant, il rentra aux États-Unis au bout de 9 ans et y devint actif tant en politique qu'en poésie. Son travail en tant que militant radical était l'extension logique de son art créatif. Au cours des années 50, il fut balayé par la vague de répression politique connue sous le nom de McCarthyisme. Pendant cette période, le gouvernement américain s'engagea
dans une chasse aux sorcières qui comportait de fortes ressemblances avec les récents événements qui se sont produits ici, tandis qu'il attendait son procès. En prison, accusé de conspiration en vue de renverser le gouvernement des États-Unis, Lovenfels continuait à écrire et avait publié dans les lettres françaises. Aragon disait de lui, c'était l'un des exilés, comme on appelait au lendemain de l'autre guerre, les Américains que l'on voyait à Montparnasse, parmi lesquels il y avait le poète Cummings, le jeune romancier Hemingway, et parfois cet aîné qui n'était pas de leur pays, James Joyce. Walter Lovenfels collaborait en France à la revue d'avant-garde Transition que dirigeait Eugène Jolas, mais aussi en Angleterre et en Irlande aux revues officielles, l'Irish Statesman, comme le London Mercury ou à la NRF, de là-bas, le Criterion que dirigeait T.S. Eliot. Une nuit, c'était une de ces chaudes nuits de l'été pennsylvanien dans la campagne, où Lovenfels avait une petite maison. Il s'y était retiré malade, une attaque cardiaque. Les hommes du FBI entouraient la maison, puis se précipitèrent. On éveille brutalement le malade qui s'habille. Vite, on l'entraîne, on l'enlève. La voiture roule pendant 50 kilomètres. Ici, à l'aube, le voilà jeté devant un tribunal à l'heure du laitier. Il y a là 7 autres personnes, présumées communistes. Sa liberté est taxée à 25 000 $ de caution. Il faudra au poète, au cœur malade, trouver et comment 25 000 $, 7 millions et demi de francs. Que lui reproche-t-on? Un poème? Rien qu'un poème. C'est le Smith Act qui base juridiquement l'arrestation, l'inculpation de conspiration pour enseigner et argumenter la nécessité de renverser le gouvernement par la force et la violence. Pour un poème et les lettres des gens qui veulent la paix, une mère dont l'enfant vient de mourir là-bas en Corée, simplement citée, reprise dans des journaux légaux, vendue, criée dans la rue, aucun avocat n'a accepté de défendre ce criminel. De la prison où Walter Lovenfels, le poète au cœur brisé, attend la condamnation, à 5 années dont il est menacé, le chant encore s'élève. Non, plus le chant du printemps. Le printemps a envahi notre rue, traversé le vert mince du point du jour, trouvé les maisons endormies. Certains oiseaux crient leur amour du haut des arbres, le buisson des cyclamènes du voisin plus rouge que ne l'était hier, l'arbre du ciel dans notre cour arrière étant une nouvelle branche de bourgeons. Tous ces objets, le printemps les a saisis et il a dit qu'un poète les épellerait. Le printemps nous a questionnés ce matin et a dit « Soyez prêts, bougez, allez votre chemin. Le printemps tient ouverte les écoutilles sur le Potomac. Radio diffuse les cimes d'arbres. La paix vient de naître. » Le printemps a questionné la Maison-Blanche à Washington, D.C. et l'a assigné pour forfaiture. Ce n'est plus le printemps, c'est l'hiver, aussi sombre aux prisons de Pennsylvanie que dans le va-et-vient de poussant en Corée. L'hiver entoure la prison où Walter ne chante plus pour les oiseaux, mais pour la neige. Et la Noël qui vient, comme au jour de Christopher Marlowe ou de François Villon. La neige qui enveloppe les prisons, les anciens gibets où les pendus se balancent. Et voici la prière de Noël qui nous vient de Philadelphie, comme naguère de la geôle turque, du bateau amarré à Brousse, nous venait le chant de Nazim Hikmet. Que la France, qui fut la jeunesse du poète, entende ce Christmas aux hommes libres envoyés par le poète emprisonné, cette prière de Noël comme un avertissement solennel, et que la nouvelle voix de la liberté
trouve ici et par le monde les échos inventifs et puissants du cœur et de la colère, et la force énorme de l'amour de la paix capable de briser toutes les chaînes. Lovenfels fut acquitté et continue depuis à lutter pour la cause de la vie. Pourquoi son histoire? Parce qu'il nous est inconnu, parce que son expérience rejaillit sur nous, bien qu'il soit américain, et que Poésie et Révolution ait été écrit en anglais pour des Américains, et aussi parce que, comme le dirait Lovenfels, tout cela fait partie du poème. Voilà. Alors c'est par hasard par hasard, je voulais vous lire un passage de Richard Brautigan. Et puis finalement, je ne l'ai pas trouvé dans cette bibliothèque du chaos qui est la mienne. C'est ahurissant, le désordre qui y règne. Et finalement, je suis tombé là-dessus. Que j'ai lu déjà il y a une bonne trentaine d'années. J'en ai relu des passages. Ouais, poète contre humoriste. La bagarre va bientôt commencer. Merci, bonne journée et bonne année. Bonne année à tous. Portez-vous bien. Allez, à demain pour de nouvelles micro-insurrections.